C'est très beau, hein, juste un peu ennuyeux. Pourtant, il y a une histoire de dingue derrière celui-là. Il est inspiré d'un vrai naufrage. La Méduse, c'est un navire qui s'est échoué au large de la Mauritanie en 1816. Sauf qu'à son bord, il y avait 400 passagers et pas assez de canots de sauvetage. Ils ont laissé 20 pauvres types sur un radeau et les autres sont rentrés tranquillement chez eux. Franchement, ils auraient juste pu serrer, hein. Non, ça c'est à la fin. Au départ, ils étaient 150, entassés sur un radeau de 20 mètres sur 12. Imagine-toi l'horreur. D'abord, les chaloupes essaient de le remorquer, mais ça rate. Certains disent que les liens n'ont pas tenu, d'autres qu'on les a abandonnés. Les naufragés partent à la dérive pendant 13 jours. Quand ils sont secourus, ils ne sont plus que 15. D'ailleurs, ils sont morts de quoi? Faim? Soif? Maladie? Bien pire. La légende du radeau, elle s'est écrite dans l'horreur. Les survivants nous ont rapporté des récits atroces. Coincés sous le soleil, sans repère, terrifiés de voir leurs compagnons emportés par la mer, manquant d'eau et de nourriture, ils vont perdre la raison. Des affrontements violents éclatent, tournant parfois au massacre. Nombreux sont ceux qui pratiquent le cannibalisme dans l'espoir de retrouver des forces. Sur les derniers jours, les blessés sont jetés à la mer pour économiser le peu de vin qu'il reste. Bah c'est simple, je suis autant terrifié que fasciné maintenant. Mais il y a forcément des tas d'autres histoires à découvrir. Est-ce que tu connais le naufrage le plus meurtrier de l'histoire? On est où là? À bord du RMS Lusitania, un paquebot britannique qui a fait la traversée de l'Atlantique comme le Titanic. En ce moment, c'est la guerre en Europe. Et apparemment, il y a des sous-marins allemands qui traînent dans le coin. Mais le capitaine est confiant, le navire ne transporte que des civils, dont des Américains, qui ne sont pas encore engagés dans le conflit. Attends, le Lusitania? J'ai déjà entendu ça quelque part. À 14h25, le paquebot est touché par une torpille allemande. C'est la panique totale à bord. Les gens se ruent dans les canots de sauvetage, se marchent les uns sur les autres, les mères jettent leurs enfants à l'eau pour les sauver. En 18 minutes, le bateau coule, tuant 1200 personnes. En comparaison, le Titanic a mis 2h40 avant d'être complètement englouti. Ah, c'est ça, c'est à cause de lui que les USA ont rejoint la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est un des événements qui a pesé dans la balance. Mais le naufrage le plus meurtrier dépasse de loin celui du Titanic et du Lusitania réunis. Cette fois-ci, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et du côté allemand. L'armée russe envahit toute l'Europe de l'Est, le Troisième Reich met en place l'opération Hannibal pour évacuer les habitants vers l'Allemagne et le Danemark par la mer. Des navires sont donc réquisitionnés, dont celui qui nous intéresse, le Wilhelm Gustloff, avec à son bord 10 000 passagers réfugiés. Attends, mais ils disent ici que sa capacité max c'est 2000 personnes, 5 fois moins, un genre de bateau de croisière pour dignitaires nazis. C'est un navire civil, donc pas de blindage résistant. Lors de sa traversée de la mer Baltique, il doit éviter des nombreuses mines sous-marines. Malheureusement, la nuit du 30 janvier, il est repéré par un sous-marin russe qui tire 4 torpilles. 3 d'entre elles touchent le bateau et l'éventrent. Le Wilhelm Gustloff penche sous l'impact, rendant inaccessible une partie des canaux de sauvetage, alors qu'il n'y en avait déjà pas assez pour tout le monde. Rajoutez à ça l'air froid de la mer Baltique, qui a gelé la plupart du matériel, et le fait que l'une des torpilles a touché le quartier de l'équipage qui ne pouvait plus organiser l'évacuation. Seule une poignée de canots sont mis à l'eau. Le reste des passagers sautent par-dessus bord pour essayer de rejoindre les barques. Les rescapés les repoussent à coups de rame. La température glaciale de la mer aura raison de la plupart d'entre eux. Le paquebot coule en moins d'une heure. 9000 personnes perdent la vie et à peine 1000 s'en sortiront. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire maritime en temps de guerre, où le risque de faire une mauvaise rencontre en mer est quand même plus important. Une autre histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est le plus grand qui soit arrivé en temps de paix, celle du Dona Paz, un ferry asiatique reliant plusieurs îles des Philippines. En 1987, à quelques jours de Noël, il heurte un pétrolier. Le carburant se déverse et prend feu. Toute la mer autour des bateaux s'embrase. Comme avec le Wilhelm Gustloff, il y avait beaucoup trop de monde à bord. L'évacuation n'a pas pu se dérouler. Les passagers ont sauté à l'eau de désespoir et sont morts noyés, brûlés ou dévorés par les requins. 27 rescapés pour un peu moins de 5000 pertes. Un chiffre encore jamais dépassé, heureusement. Tout ça, c'est encore le résultat d'une suite d'erreurs humaines. À croire qu'on est plus dangereux que la mer elle-même. Si ce que tu veux, c'est des histoires où l'homme est entièrement responsable, j'ai quelque chose pour toi. Laisse-moi te présenter le massacre de Batavia. C'est le joyau de la flotte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il vogue vers l'Indonésie, ignorant que ce sera son seul et unique voyage. Le 4 juin 1629, le Batavia percute un récif de corail non loin de l'Australie. Une partie des passagers et de l'équipage partent se réfugier sur une île non loin. 7 jours après, l'eau potable vient à manquer. Les deux commandants vont alors rejoindre l'Indonésie pour ramener de l'aide. Ils quittent discrètement l'île, craignant la réaction paniquée des civils. Ils l'ignorent, mais ils abandonnent les survivants aux mains d'un homme abominable.
Geronimus Cornelis. Avec l'aide de quelques autres rescapés, il instaure un règne de terreur et déclenche une véritable boucherie. Il a aucun mal à prendre la tête de l'île. C'était le 3e dans la chaîne de commandement du Batavia, et le seul chef qui n'a pas abandonné les naufragés à leur sort. Il confisque les armes qu'il donne à ses hommes, puis envoie des groupes explorer les îles voisines à la recherche d'eau potable qui manque toujours. Mais c'est une ruse. Cornelis veut juste éloigner ceux qui pourront s'opposer à son autorité. À présent, il a le champ libre et sa folie se déchaîne. Lui et ses hommes exécutent les blessés, en noient d'autres et les femmes. Les enfants ne sont pas épargnés et certains sont même décapités. Ah, mais c'est un massacre ton truc, mais qu'est-ce qui lui prend? Ça dépend des versions, sûrement pour réduire le nombre de bouches à nourrir. Pendant ce temps, un des groupes envoyés chercher de l'eau a trouvé refuge sur une île. Ils y survivent notamment en mangeant des walibi et préparent la contre-attaque. Ils construisent un fort, fabriquent des armes et envoient des signaux de fumée, espérant alerter des navires au loin. Sauf que ça révèle leur position à Cornelis. Mais ils sont préparés, ils arrivent à repousser 2 assauts et même à capturer le fou sanguinaire. Pourtant, le cauchemar continue. Un nouveau chef prend la tête des mutins et prépare une dernière attaque. Attends, regarde là-bas! Un navire sauvage apparaît à l'horizon. Les 2 groupes se précipitent vers lui. Le premier arrivé pourra faire valoir sa version sur celle de l'autre. Les naufragés sont finalement recueillis en premier. Cornelis est jugé et pendu sur place pour ses crimes. Le nouveau chef des mutins et un autre de ses hommes sont condamnés à être abandonnés sur l'île, alors que les survivants quittent enfin cet enfer. La légende dit que les 2 mutins ont réussi à rejoindre l'Australie et à s'y installer, faisant techniquement d'eux les premiers colons du continent. Et on a des histoires sur des îles vraiment désertes. Parce que là, si on oublie leur chef fou furieux, c'est quand même l'heure d'être une petite balade de santé. Tes désirs sont des ordres. Comment tu survivrais, toi, si tu devais rester coincé pendant 15 ans sur une île déserte ? En 1761, un navire français vogue tranquillement sur l'océan Indien. À première vue, rien d'anormal. Sauf que dans ces cales, le capitaine transporte clandestinement 160 esclaves malgaches qu'il espère pouvoir vendre discrètement. Sa fortune serait assurée. Pour éviter de se faire choper, il modifie donc légèrement sa route, mais le karma va le rattraper. Leur bateau va s'échouer ici, sur ce récif. Une grande partie de l'équipage et plus de la moitié des esclaves meurent dans la collision. Rien à des kilomètres à la ronde, sauf ce petit banc de sable d'à peine 1 km². L'île Tromelin. C'est là que les naufragés vont trouver refuge. Mais y a rien! C'est balayé par les vents, pas un arbre, que des petits arbustes, pas de fruits, pas d'eau douce, juste quelques oiseaux et des tortues qui traînent. En plus, les tempêtes tropicales sont présentes dans cette région. Ici, impossible de faire un abri. Ils sont restés combien de temps là-bas? Longtemps. Dès les premiers jours, le manque d'eau tue. Heureusement, on creuse des puits pour résoudre le problème. Combinés aux provisions et outils récupérés sur l'épave, ils tiennent bon. 2 mois après le naufrage, des embarcations sont construites. Quitter l'île devient possible, mais il manque de place. Même s'ils ont aidé à construire les radeaux, les esclaves sont laissés derrière. Les marins promettent de revenir les chercher, mais les semaines passent, puis les mois, les années, et personne ne vient. Pourtant, ils ne baissent pas les bras, se nourrissant de tortues, de poissons et d'oiseaux, fabriquant des outils et même des bijoux à partir des matériaux du bateau. Ils font preuve d'une capacité d'adaptation impressionnante, utilisent des coquillages comme ustensiles, construisent des maisons à l'aide de pierres trouvées sur la plage, alors que de là où ils viennent, c'est un matériau réservé aux monuments funéraires. Mais ils n'ont pas le choix, il faut survivre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les marins ne les ont pas oubliés. Ça a juste été galère de revenir les chercher. Déjà, les esclaves étaient embarqués clandestinement. Les autorités n'étaient pas hyper motivées pour les récupérer. Il a fallu attendre que l'opinion publique ait vent de l'affaire et que la guerre se termine pour qu'enfin on décide de retourner chercher les naufragés de Tromelin. Plusieurs navires ont essayé et ont échoué. Après tout, il y a un récif qui rend l'accès à l'île difficile. Il y a quand même un marin qui se retrouve coincé avec les rescapés alors qu'il était venu les sauver. Eh ouais, pas de bol. Quelque temps après, lui et 6 esclaves embarqueront sur un radeau de fortune pour essayer de rejoindre la civilisation. Mais on ne les retrouvera jamais. Ce n'est qu'en 1776, soit 15 ans après le naufrage, que les derniers survivants seront secourus. 7 femmes et un enfant ayant vu miraculeusement le jour sur cet îlot désolé, perdu au milieu de l'océan. Une fois revenus à la civilisation, ils seront déclarés libres et l'histoire perd leurs traces. La chance qu'ils ont eue dans leur malheur, c'est d'avoir été en groupe. L'angoisse que ça doit être de se retrouver tout seul, livré à soi-même pour survivre. Quand je pense à ça, il y a toujours une histoire qui me revient en tête. Le naufragé qui a changé l'histoire. Tu savais que Robinson Crusoe est inspiré d'une histoire vraie? Celle d'Alexander Selkirk qui était abandonné sur une île du Pacifique pendant 4 ans. Pas mal, mais j'ai encore plus fou. Narcisse Pelletier, le sauvage blanc. Son navire fait naufrage sur une île de Nouvelle-Guinée.
Le reste de l'équipage est secouru, mais lui est oublié, là, à l'autre bout du monde. Il est recueilli par une tribu d'aborigènes et vit avec eux pendant 17 ans avant d'être ramené de force en France. Lui au moins il était sur la terre ferme, en contact avec la civilisation. Le pire, c'est d'être coincé en mer, à la dérive. Oguri Jukichi a dérivé l'océan Pacifique pendant 484 jours avant que lui et d'autres survivants soient secourus au large des côtes américaines. C'est le record de la plus longue dérive en mer. On a aussi José Salvador Alvarenga, un pêcheur mexicain qui n'est resté que 438 jours en solitaire. Il était accompagné de son collègue, mais ce dernier est mort au cours de la dérive. On a même soupçonné Alvarenga d'avoir mangé son corps pour survivre. Il a toujours démenti. En même temps, je sais pas ce que je ferais si je me retrouvais dans la situation. La faim et la soif, ça fait perdre la raison. Personne veut vivre ça. Tu dis ça, mais dans les années 50, un scientifique français s'est volontairement laissé dériver pendant plus de 60 jours. Alors, il a pas décidé ça un matin parce qu'il s'ennuyait. Il voulait prouver qu'un humain pouvait survivre en mer avec le matériel et l'équipement adéquat. Faut se dire qu'à l'époque, les règles de survie pour les naufragés, c'était un peu débrouillez-vous et puisse le sort vous être favorable. Les canots de sauvetage étaient en bois et n'avaient pas de matériel de pêche ni de kit de survie. Alain Bombard décide d'embarquer sur un canot pneumatique, donc plus mou et souple, avec de quoi naviguer, pêcher et une presse à poissons. Le 20 octobre 1952, il quitte les îles Canaries, espérant gagner Cuba pour Noël. Mais il est devenu complètement fou lui. Il a dû chavirer à la première tempête venue. C'est être inconscient à ce niveau. Dès les premiers jours, son canot est rempli d'eau, et il perd son seau, donc il galère à récupérer la pluie. Pourtant, le 22 décembre, son canot touche terre dans la mer des Caraïbes. À son bord, Alain Bombard est gravement affaibli, il a perdu 20 kilos, mais il est en vie. Comment il a fait? Tu te rappelles de sa presse à poissons? Il s'en est servi pour extraire un jus qui lui permettait de rester suffisamment hydraté. Il s'est également nourri de plancton et a bu de l'eau de mer. Mais c'est pas genre ultra déconseillé? Avec le sel qui te déshydrate plus vite? Selon lui, en cas de pénurie et avant d'être complètement déshydraté, on peut en ingérer environ un demi-litre par jour pendant maximum 7 jours. Ça permet de réguler ses provisions et donc d'augmenter ses chances de survie. Et il faut alterner avec de la pluie et du jus de poisson le plus possible. Ouais, bon, c'est encore assez controversé et tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Par contre, son canot pneumatique, ça a vraiment changé les règles de survie en mer. Aujourd'hui, tous les bateaux sont équipés de radeaux de sauvetage du même type. Alain Bombard devrait être un héros célébré pour son exploit. Mais un incident tragique, quelques années plus tard, entachera à jamais sa réputation. 9 personnes trouvèrent tragiquement la mort pendant un exercice en mer visant justement à tester son fameux canot de sauvetage. Tu sais, même si on parle de souffrance, d'horreur, de vie perdue, savoir que certaines personnes ont survécu et peuvent nous raconter leur aventure, ça me fait quelque chose. Surtout quand on sait à quel point l'océan est dangereux, encore aujourd'hui, avec les tempêtes, les accidents techniques ou les erreurs de navigation. Pour rappel, les métiers de la mer sont parmi les plus dangereux au monde. En France, en 2019, le nombre d'accidents mortels était de 3,64 pour 10 000 marins. En comparaison, la même année, c'était 1,01 accident mortel pour 10 000 salariés dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, le sauvetage en mer est réglementé, notamment par la Convention internationale de SOLAS, adoptée pour la première fois suite au naufrage du Titanic. Tout État doit prévoir un dispositif de sauvetage dans les zones sous sa responsabilité. Mais les naufrages sont encore courants aujourd'hui. Que ce soit en Méditerranée, une des routes maritimes les plus empruntées avec la crise migratoire, depuis 10 ans, plus de 29 000 migrants y ont laissé la vie. Mais aussi les naufrages de pétroliers qui déversent leur carburant dans la mer, entraînant d'importants désastres écologiques. Même si nous avons appris à y naviguer, l'océan demeure une force indomptable et imprévisible, qui tient parfois nos vies dans le creux de ses vagues.